Merci d'être encore là aussi. La journée, on va poursuivre donc notre journée avec le dernier module de la journée qui va porter sur les questions de sobriété. On l'a un peu sous-entendu à pas mal de moments de la journée à travers différents exposés. Cette question de la baisse de la demande qui serait quand même un levier assez utile pour affronter et lutter contre les problématiques écologiques actuelles. Donc on va se pencher plus en détail sur cette question. Donc nous on a intitulé le titre de ce module, c'est la sobriété, l'oublié des politiques, parce qu'il nous semble que c'est un angle mort de nos responsables politiques sur lequel il serait pourtant fort utile de se pencher, parce qu'il y a sans doute plein de choses possibles à réaliser. Et donc on va essayer d'aller un peu plus en profondeur sur toute cette possibilité, sur tous ces possibles, avec Barbara Nicoloso dans un premier temps, qui est donc coordinatrice de Virage Énergie, une organisation française, et qui est également l'auteur du Petit traité de sobriété énergétique qui est paru en 2021, qui refait bien le point sur la question. Merci d'être parmi nous. Et Charlotte Loix, qui est là également. Donc on est content aussi d'avoir un peu de présence féminine, parce que les exposés étaient fort masculins. Donc c'est Charlotte Loix qui est philosophe à l'UC Louvain et qui enchaînera avec une analyse un peu plus autour des aspects plus philosophiques, plus éthiques aussi de ce que représente la transition écologique et la sobriété aujourd'hui et demain. Merci, je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Donc peut-être pour commencer ma présentation, préciser d'où je parle. Donc je suis directrice de l'association Virage Énergie, qui est une association française qui est basée à Lille et qui est une association en fait qui initialement avait pour objet de développer des scénarios de prospective énergétique et sociétale pour montrer comment à l'échelle d'une région on pouvait réussir à faire la transition en misant sur la sobriété, l'efficacité et le développement des énergies renouvelables. Donc notre terrain de jeu, ça a été pendant une quinzaine d'années la région du Nord-Pas-de-Calais, donc pas très loin d'ici, avec pour objectif de montrer aux élus notamment qu'il était possible de sortir du nucléaire, donc de sortir de ce modèle énergétique très dominant en France pour aller vers une transition qui soit davantage soutenable et renouvelable. Et donc on est très vite tombé sur ce levier de la sobriété, de jouer sur la demande pour arriver à effectivement mener à bien la transition. Depuis maintenant quelques années, on se focalise sur l'accompagnement des territoires, des communes, des intercommunalités sur ce sujet, puisqu'en France, c'est un sujet qui émerge tout juste. On a quelques grands scénarios qui ont été publiés ces derniers mois, et la guerre en Ukraine fait que maintenant on entend sobriété dans la bouche de certains dirigeants politiques, mais il n'y a encore pas si longtemps c'était un gros mot. On y reviendra peut-être dans le cadre de la présentation. En tout cas, on fait ce travail d'éducation populaire, d'accompagnement des élus et des territoires sur ce sujet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les travaux sur le site de Virage Énergie. Alors peut-être pour commencer, une figure que vous connaissez sans doute, qui est le triptyque Négawatt. Donc Négawatt, c'est une association française qui publie aussi des scénarios de transition, cette fois à l'échelle du pays, et qui estime que la transition repose sur 3 piliers. La sobriété, donc qui est la maîtrise des demandes en énergie, mais aussi en ressources naturelles, par un changement de comportement individuel et collectif, donc qui repose vraiment sur l'humain. L'efficacité, qui est une amélioration de la technique qui permet de réduire les consommations d'énergie et de matière. Et enfin, le développement des énergies renouvelables. Là aussi, on est sur un scénario de sortie du nucléaire, en ayant vraiment comme fondement qu'il y ait une adéquation entre la demande et l'offre. C'est-à-dire qu'on va d'abord réduire au maximum nos consommations, et ce qu'on n'aura pas réussi à réduire, on le couvrira par des énergies renouvelables, ce qui devrait nous permettre d'arriver à un mix énergétique qui soit conforme à la demande. S'intéresser à la sobriété, c'est extrêmement important, on l'a vu ce matin, puis c'est cette question d'effet rebond avec l'efficacité, mais également parce que ça remet au cœur du débat la question du besoin. Finalement, pourquoi on a besoin d'énergie ? On n'a pas besoin d'éoliennes, on n'a pas besoin de panneaux solaires, on n'a pas besoin de centrales thermiques foncièrement, mais on a des besoins de chauffage, de mobilité,
d'agriculture, de travail. On a toute une série de besoins dans nos sociétés contemporaines qui vont être plus ou moins vitaux, plus ou moins nécessaires au bon fonctionnement à la fois des individus mais aussi de la société. Et on va avoir aussi d'autres usages qui sont peut-être plus superflus. Et donc avec la sobriété, on va vraiment se poser cette question-là qu'on se pose encore trop peu dans le débat public, dans le débat médiatique. On a quand même une grande fuite en avant vers les moyens techniques, les moyens de production, et très rarement on se dit bon bah voilà, aujourd'hui la France, aujourd'hui la Belgique, pourquoi on a besoin d'énergie ? Et donc avec la sobriété, on va remettre ça au cœur du débat, et puis derrière va découler toute une série de possibilités de leviers d'action qui peuvent aller de la sensibilisation, de l'information, jusqu'à l'incitation, l'obligation, la dissuasion, voire l'interdiction. On verra un peu plus loin dans la présentation. Nous, ce qui va nous intéresser, et c'est ce sur quoi on travaille particulièrement à Virage Énergie, c'est comment la dimension collective de la sobriété peut se mettre en place, partant du constat qu'en tant qu'individu, on vit dans des sociétés qui nous imposent des grands cadres socio-techniques, que ce soit l'aménagement du territoire, le temps de travail, le système financier, économique, le système immobilier, qui va faire qu'en tant qu'individu, on a une marge de manœuvre qui n'est pas forcément très grande. Et donc là, il y a un levier à actionner du côté des pouvoirs publics notamment. Alors, pourquoi parler de sobriété ? On ne peut pas parler de sobriété sans d'abord faire le constat qu'on est dans une société d'ébriété énergétique. Comme un alcoolique qui est en situation de dépendance à l'alcool, nos sociétés occidentales, et la quasi-totalité des sociétés sur cette planète, sont totalement shootées à l'énergie, et en particulier aux ressources fossiles, donc au charbon, pétrole, gaz. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est notamment depuis la première révolution industrielle. On s'est mis progressivement à explorer, à forer, à extracter ces ressources qui sont dans des matières très, très petites, très condensées, qui permettent d'avoir un gros potentiel énergétique. Et on est devenu totalement accro. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on est totalement accro à ces ressources qui malheureusement ne sont pas forcément bénéfiques pour l'environnement, sont notamment très émettrices de gaz à effet de serre et sont aussi destructrices des écosystèmes et génératrices d'inégalités sociales. Donc on se retrouve avec ces sociétés-là où on a des aberrations énergétiques, comme celle que vous voyez à l'écran, la salle de sport à laquelle on accède en escalator. Bien sûr, c'est un exemple américain, je n'aurais pas pris un exemple français ni un exemple belge. Ceci dit, j'aurais pu prendre aussi l'exemple des écrans publicitaires numériques, des rues qui sont climatisées à Dubaï. Enfin voilà, on en a plein, des aberrations énergétiques comme ça. Et donc justement, avec la sobriété, on va se poser la question de quelle est la juste quantité d'énergie et de ressources naturelles qui est nécessaire pour répondre à mon besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu, alors je ne vais pas dire c'est nouveau, mais c'est faire un pas de côté par rapport aux grands débats qu'on peut avoir à l'heure actuelle sur l'énergie, qui sont uniquement techniques finalement, les câbles, les réseaux, qu'est-ce qu'il faut faire, et on ne se pose pas la question finalement de comment notre société fonctionne et comment on peut faire pour mieux utiliser ces ressources. Il y a une deuxième notion qui est extrêmement importante aussi quand on va parler de sobriété, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà en situation de sobriété subie. Majorité de la population mondiale, une partie des Français, une partie des Belges qui vivent dans des situations de précarité énergétique, donc qui ont des vraies difficultés à payer leurs factures d'électricité, leurs factures de chauffage, à faire le plein au milieu du mois, ou tout simplement à se nourrir. Et donc derrière la sobriété telle qu'on va l'entendre nous, c'est vraiment de dire justement qu'il y a un rééquilibrage entre ces personnes qui ont trop peu et les personnes qui ont trop. Parce qu'on vous l'a vu ce matin, il y a une vraie corrélation entre le niveau de vie, le niveau de revenu et l'empreinte carbone. Et donc ce qu'on va faire avec la sobriété, c'est justement essayer de rééquilibrer ça. Donc derrière la notion de sobriété énergétique, on a vraiment cette notion de justice sociale qui est extrêmement importante et là aussi qu'on a tendance à oublier quand on parle d'énergie, quand on parle de ressources. Et quand je dis cette question d'inégalité sociale, c'est aussi bien à l'intérieur de nos pays, que ce soit la France ou la Belgique, mais aussi à l'échelle internationale, bien sûr, où nous, pays occidentaux, on a quand même une dette environnementale et une dette carbone qui est extrêmement importante puisque ça fait 250 ans, voire même plus, qu'on exploite ces ressources massivement. Donc s'il fallait définir la sobriété, ce serait donc une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie, de matière et d'émissions de gaz à effet de serre en changeant les comportements, mais pas que, également des modes de vie, la réglementation, les normes, voire les imaginaires aussi, et de manière volontaire et organisée. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est extrêmement important que la sobriété, ce soit
un projet de société qui soit co-construit, bien sûr. On n'est vraiment pas dans l'idée de mettre en place une dictature de sobriété. Et on voit bien à l'heure actuelle, les régimes qui sont des régimes dictatoriaux ne sont pas du tout sobres, d'ailleurs. Mais c'est comment on peut arriver collectivement à créer les conditions sociales, économiques et politiques de gestion des ressources et de gestion de la pénurie de ressources au regard des limites planétaires. On les a vues tout à l'heure. Donc c'est important que ce soit volontaire et organisé. Et puis également rappeler que la sobriété est différente de l'efficacité, mais qu'elles sont complémentaires, puisque la sobriété permet notamment de limiter l'effet rebond de l'efficacité et de la technique. Alors, si je rentre un petit peu dans le détail, en fait, il n'y a pas qu'une sobriété. Il y a plusieurs types de sobriété. Là, je vais prendre un premier exemple qui est celui de la sobriété dimensionnelle qui est liée à la taille des équipements. Sur cette photo, vous avez deux voitures électriques. Donc, vous avez une Tesla, donc on en voit de plus en plus dans les rues. Et puis à côté, vous avez une petite voiture électrique. Ça, c'est une photo qui a été prise à Grenoble. Donc voilà, il y avait un système de voitures comme ça, libre-service, qui était monoplace. Ce qui est important de voir derrière cette image, c'est qu'on a finalement un même besoin à satisfaire, qui est un besoin de mobilité. Par contre, on ne va pas du tout utiliser le même objet pour le faire, et ces deux objets ne vont pas du tout consommer la même quantité de ressources naturelles à la fabrication, et pas du tout la même quantité d'électricité au fonctionnement. Et donc la sobriété dimensionnelle, là aussi, ça va consister à faire entrer en adéquation le besoin avec la taille de l'objet. J'ai pris l'exemple de la voiture, j'aurais pu prendre l'exemple du frigo, l'exemple de l'habitation. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça, d'objets qui, on le sait aussi, là on a beaucoup d'études, notamment de sociologues de l'énergie, qui montrent que plus un objet est grand, plus on a tendance à surconsommer l'usage de cet objet. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est la sobriété structurelle. En Belgique comme en France, on est héritier d'un aménagement du territoire issu de la Seconde Guerre mondiale. Pétrole abondant, pas cher, développement du rêve pavillonnaire, étalement urbain, accession à la voiture thermique, réussite sociale, intrants glorieuse, etc., qui ont généré un aménagement du territoire qui, à l'heure actuelle, est totalement contradictoire avec les objectifs de l'urgence climatique. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des territoires où les gens sont totalement captifs de leur voiture. S'ils n'ont pas de voiture, ils ne peuvent pas aller travailler, ils ne peuvent pas aller consommer, ils ne peuvent pas avoir accès à certains loisirs. Et donc c'est comment, aujourd'hui, dans les documents d'urbanisme, de planification qui sortent, on intègre cette notion de sobriété pour faire en sorte que les gens puissent avoir facilement accès à un emploi en utilisant des transports en commun, à des zones d'habitation qui soient bon marché et à côté des zones d'emploi, parce qu'il y a aussi cette problématique-là, les gens vont de plus en plus loin parce que les loyers sont aussi de plus en plus chers. Et comment on arrive, par l'aménagement du territoire, à la fois à réduire les inégalités, mais aussi à réduire les consommations d'énergie et de ressources. Troisième type de sobriété, la sobriété d'usage. Donc là, c'est l'exemple de l'éclairage public. Donc vous pouvez être un maire, avoir une commune, un bourgmestre, avoir une commune où vous changez l'intégralité de l'éclairage public pour des LED, technologie très performante. C'est très bien, mais vous pouvez aller plus loin en mettant en place une politique d'extinction nocturne. Entre minuit et 6 heures du matin, vous éteignez la lumière parce que de toute façon, il n'y a pas grand monde qui passe. Puis les gens ont une voiture avec des phares et ça sert à ça. Et donc, ce type de politique-là, typiquement, un usage qui change, ça relève aussi de la sobriété. Et ça, on a de plus en plus de communes qui y vont. Alors, je parlais de la France, que je connais le mieux, mais depuis le confinement, en fait, il y a plein de communes qui ont testé ça, qui ont éteint les feux. Et ils se sont rendus compte au bout de 6 mois, 1 an, qu'en fait, les citoyens n'avaient rien dit parce qu'ils s'en étaient même pas rendus compte. Donc, il y a plein d'expérimentations comme ça qui peuvent permettre de réduire les consommations d'électricité, notamment à l'échelle des communes, qui là peuvent paraître, oh là là, c'est innovant, mais en fait, dans 6 mois, avec l'amplification de la crise énergétique, toutes les communes y passeront, très clairement, parce que l'énergie non pas consommée, c'est celle qui coûte le moins cher. Et quatrième dimension, donc la sobriété collaborative et conviviale. Donc ça, c'est l'exemple des Repair Cafés. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc les Repair Cafés, c'est des moments conviviaux où vous pouvez amener des objets qui sont cassés, qui peuvent être réparés. Donc vous avez des réparateurs bénévoles, volontaires qui viennent vous aider à le réparer, qui vous apprennent comment on fait. C'est des super endroits de solidarité intergénérationnelle, d'échange de savoir-faire. Et derrière la sobriété, il y a aussi ça. Il y a vraiment cette question de la convivialité au sens où l'entendait le philosophe Ivan Illich, de faire par soi-même et reprendre la main aussi sur sa vie, parce que
à l'heure actuelle, voilà, quand on a un appareil qui ne marche plus, bien souvent, ça coûte moins cher et c'est plus facile d'aller en racheter un autre. Donc, derrière la sobriété, il y a aussi cette question de en capacitation et reprendre la main aussi sur ses savoir-faire et sur sa vie. Donc tout ça, finalement, ça fait un projet de société. On n'est pas juste sur, finalement, comment on va faire des économies d'énergie. Non, c'est plutôt interroger la place de l'énergie dans nos sociétés et comment on fait pour passer de l'ébriété à la sobriété. Donc nous, à Virage Énergie, on a essayé de théoriser un petit peu tout ça. Donc, on fait une proposition de 6 grands axes de changement systémique de nos sociétés. Donc un premier axe qui serait de passer de la surabondance matérielle à la suffisance matérielle, avoir juste ce dont on a besoin. Passer de systèmes très centralisés à des systèmes relocalisés, que ce soit pour la production alimentaire, la production énergétique, mais également pour les emplois, pour plein de choses. On interroge aussi la question du travail, de ce qui fait valeur, du système économique. Parce que finalement, le travail salarié, 35 heures semaine ou 40 heures semaine, ça rend tout le monde heureux et c'est ça qui permet d'être sobre. On en doute, donc là aussi, possiblement, d'autres modèles sont à inventer. Et il y a des expérimentations qui sont en cours, je pense notamment à l'Islande qui dernièrement a essayé la semaine de 4 jours et ça a plutôt bien fonctionné. Le rapport à la propriété, est-ce qu'il n'y a pas plutôt intérêt à mutualiser, à partager des objets, des surfaces? Là aussi, il y a un champ à explorer. Le rapport à la vitesse, qui dit énergie fossile dit puissance dit vitesse. Comment on fait quand on est dans un modèle post-pétrole, post-carbone? Est-ce qu'on a tous besoin d'aller toujours très très vite? Le rapport aussi à la technologie, au numérique, qui fait qu'on a des vies qui se vont de plus en plus vite. Donc ça aussi, c'est à interroger. Et puis le rapport à la nature, tout simplement, comment on sort finalement de sociétés qui sont de plus en plus artificialisées, notamment en ville, pour aller vers une meilleure adéquation nature-culture. Là, je vous renvoie aussi aux travaux de l'anthropologue Philippe Descola. Pour avancer un petit peu sur les pouvoirs publics, finalement, je voulais vous montrer cette slide. Alors, vous avez peut-être déjà vu, donc le bureau d'études Carbone 4 qu'on a déjà cité ce matin, avec lequel on n'est pas d'accord sur tout, notamment sur le mix énergétique, mais qui fait quand même des choses bien parfois. Ils sont clairement pro-nucléaire, mais passons. Ils ont essayé finalement de modéliser qui est responsable de quoi dans la transition, qui doit faire l'effort. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, l'individu, même le plus sobre des sobres, ce sera que 25% de l'effort qui est à faire en termes de réduction de l'empreinte carbone. Les 75% restants reposant moitié-moitié sur les entreprises et sur les pouvoirs publics. Et ça, c'est important de le rappeler, parce qu'on a aussi ce grand discours capitaliste libéral qui fait souvent reposer beaucoup de choses sur l'individu et qui gomme totalement le fait que ces individus vivent dans des sociétés qui ont des normes, des réglementations qui sont construites et qui ont aussi des élus et des niveaux de gouvernance qui peuvent actionner des leviers pour mettre en place des mesures de sobriété. Pour le dire rapidement, s'il n'y a pas de piste cyclable sécurisée, les gens ne vont pas faire de vélo. Voilà. Donc il y a aussi un enjeu à ce que les pouvoirs publics se saisissent de ce sujet. Donc très concrètement, par quoi ça peut passer? Donc nous, à Virage Énergie, dans nos scénarios régionaux, on a identifié 250 leviers de sobriété. Donc il n'y a pas 2 actions à faire, il y en a 250. Donc le gisement est totalement considérable. Et ce qui est important de montrer, c'est qu'on ne va pas finalement parler que de la question énergétique, des réseaux et des câbles. On va parler d'agriculture, on va parler de biens de consommation, de mobilité, d'aménagement du territoire, d'habitat. La sobriété, on l'a déjà dit, mais ça nécessite de la transdisciplinarité et de la cohérence entre les politiques publiques qui sont mises les unes à côté des autres. Donc ça va vraiment interroger la façon dont on fait du service public, dont on produit de la politique. Si je rentre un petit peu dans les détails, par exemple sur l'agriculture, l'alimentation, qui sont des secteurs qui sont extrêmement dépendants à l'énergie. Je vous rappelle que les engrais, les pesticides sont des dérivés du pétrole, donc c'est un secteur qui est extrêmement sensible et qui, à l'heure actuelle, est totalement aussi dans sa chaîne d'approvisionnement dépendant de la ressource pétrolière. On estime qu'une ville comme Paris ou Bruxelles a 72 heures de réserve alimentaire. Donc si du jour au lendemain, on a, je ne sais pas, un conflit international géopolitique, on se retrouve avec le litre de carburant à 5 € ou à 10 €, possiblement derrière, ça a des répercussions aussi sur l'agriculture, sur l'approvisionnement alimentaire,
tout comme des pénuries ou en tout cas des tensions sur la disponibilité des engrais et des pesticides. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière tout ça ? Le premier levier, c'est le régime alimentaire, vous le savez tous, plus une alimentation est carnée, plus elle est émettrice de carbone. Donc le premier levier, celui-là qui est peut-être plus un levier individuel, c'est comment on passe à un régime alimentaire qui est voilà, plus végétal, sans arrêter totalement la viande, parce qu'on a besoin aussi de l'élevage pour les puits de carbone, mais c'est comment on consomme mieux, plus local, et comment on arrive comme ça à réduire l'empreinte carbone de l'agriculture et de l'alimentation. Ensuite, des questions de production agricole, de modèles agricoles. On le sait aussi que des modèles agricoles plus biologiques et moins conventionnels sont meilleurs pour l'environnement et la santé. Comment on favorise la structuration, le développement des circuits courts. Voilà, on est à l'heure actuelle dans un système totalement mondialisé où finalement, ce qui est produit à côté de chez nous, on ne consomme pas forcément. Donc il y a aussi là cet enjeu de relocalisation. Et comment les pouvoirs publics peuvent aussi favoriser le développement des filières biologiques, comment elles peuvent jouer aussi via la restauration collective, les écoles, les maisons de retraite, tous les établissements qui accueillent du public et qui sont dans leurs compétences. Et puis comment on peut jouer aussi sur la distribution, l'approvisionnement. Voilà, il y a toute la chaîne qui est interrogée. Donc on retrouve bien cette approche du champ à l'assiette qu'il est important de prendre en considération. Sur les biens de consommation, je vais aller assez rapidement parce qu'on l'a vu précédemment, mais voilà, la première question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet ? Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une ponceuse, une perceuse chez soi ? C'est l'Agence de l'environnement française qui avait fait un petit chiffrage. Une perceuse, entre le moment où vous l'achetez et le moment où vous la vendez, où elle se casse, elle aura fonctionné 12 minutes. Bon, voilà. Ça pose la question de la mutualisation. Ça pose aussi la question du dimensionnement. Ça, on l'a vu précédemment avec la sobriété dimensionnelle. Comment on fait pour maximiser l'usage ? Donc là, c'est les questions de réemploi, de lutte contre l'obsolescence programmée. Et puis enfin, un énorme champ qui est celui des déchets et de réduction de l'emballage. Donc là, les leviers à l'échelle locale sont somme toute assez minimes, mais il y a énormément de leviers à actionner du côté de l'Union européenne, notamment sur la réglementation à destination des industriels. J'avance un peu. Sur la mobilité, on l'a vu, voilà, le nombre de déplacements. Est-ce qu'on a toujours besoin forcément de se déplacer ? Et là, la crise sanitaire nous a montré que parfois pour des interventions qui ne sont pas forcément... où notre présence physique n'est pas forcément nécessaire, le télétravail peut être très bien. Ça permet aussi de réinterroger les rythmes de vie. Les questions de relocalisation, de report modal, comment on peut facilement prendre son vélo, le mettre dans un train, ensuite le garer et puis être sûr de le retrouver le soir. Ici en Belgique, ça peut paraître évident, mais en France, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, il y a un énorme travail à faire. Et puis aussi, les questions d'aménagement du territoire, comment on relocalise au plus près des populations pour éviter que la voiture soit toujours nécessaire. Et puis enfin, la question des bâtiments, donc comment on fait en sorte d'avoir des surfaces habitables qui correspondent effectivement à nos besoins. Et là, les évolutions aussi démographiques sont extrêmement intéressantes. On a des vieillissements de population avec de plus en plus de personnes âgées qui se retrouvent seules chez elles. Donc est-ce que ces personnes-là, sans leur dire qu'il faut forcément qu'elles aillent en EHPAD, mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions d'habitat partagé, de béguinage de personnes âgées qui sont peut-être plus propices ? Comment aussi les phénomènes des cohabitations, de divorce, de personnes qui sont célibataires de plus en plus tard. Comment tout ça aussi, ça impacte le marché de l'immobilier et comment on se retrouve avec finalement de moins en moins de personnes dans des surfaces de plus en plus grandes. Il n'y a qu'à regarder les chiffres entre les années 70 et aujourd'hui. Les surfaces habitables ne font qu'augmenter. Et malheureusement... finalement, cet espace qu'on n'a pas, on va le chercher sur les terres agricoles et pas sur une meilleure organisation des espaces. Donc là, il y a un énorme travail à faire. Et puis également sur l'usage des équipements. Donc voilà, beaucoup de leviers à mettre en place. On a fait mouliner tout ça dans un modèle pour voir ce que ça pouvait donner en termes de finalement potentiel de sobriété. Donc ça, c'est des slides que j'avais pas ce matin dans ma présentation, mais que j'ai rajouté tout à l'heure suite à votre présentation, monsieur, parce que vous étiez aussi en recherche de modèles et d'identification de potentiel de sobriété. Donc nous, on a fait 3 scénarios pour la région. Donc un scénario société fragmentée, qui est finalement un petit peu la situation dans laquelle on est, fracture sociale, défiance, austérité, exclusion économique, voilà.
quelques gens qui sont un peu écolos, un peu sobres, et puis on investit un petit peu dans la transition, dans les solutions techniques, mais pas plus que ça. Un scénario de transition modéré où là on voit qu'il commence à y avoir un engouement sociétal pour cette question des modes de vie plus sobres, on commence à y aller sur l'efficacité énergétique, et puis voilà, on a des vraies politiques qui se mettent en place. Et puis le troisième scénario qui est le scénario virage sociétal où là vraiment il y a une forte mobilisation à la fois des politiques et des citoyens, et on fait un vrai virage sociétal vers cette sobriété. Donc on a fait mouliner tout ça dans notre modèle tableur Excel imbuvable de 6000 onglets. Et ça nous donne ça. Donc sur nos 3 scénarios, donc on a fait une projection 2025-2050. Et ce qu'on a retrouvé sur le virage sociétal, donc là après on pourra discuter de la méthode si vous voulez, moins 73% d'économie d'énergie à l'échelle de la région Nord-Pas-de-Calais, donc qui était quand même 4 millions d'habitants, et avec, sur ces 73%, 34% liés à l'efficacité et 39% liés à la sobriété. Et nous, pour ça c'était extrêmement important de le montrer parce que en France et en région, on a une tendance à avoir une transition énergétique qui est uniquement basée sur l'efficacité. On ne parle jamais de sobriété, on ne parle jamais de modification de société. Alors que le vrai gisement de la transition, il est là en fait. C'est vraiment sur les modifications sociétales qu'il faut aller chercher les économies d'énergie. Et donc le modéliser comme ça permettait de montrer aussi que c'était possible, sachant que les hypothèses de sobriété qu'on a prises ont été coélaborées avec des citoyens dans le cadre de groupes de travail où on leur a demandé quelle était l'acceptabilité sociale des mesures. Je ne vais pas m'étendre dessus, si vous voulez qu'on en discute après, on pourra le faire, mais en tout cas, sans être dans une démarche 100% scientifique, on a quand même interrogé cette question de l'acceptabilité sociale. Donc, tout ça, c'est super, ça nous permet d'économiser des mégawattheures, mais pas que. Ça nous permet aussi des économies financières, une amélioration de la santé, de la qualité de l'air, de l'eau, des sols, de l'espace public, des liens sociaux, enfin voilà, plein de co-bénéfices qui sont extrêmement importants pour notre société, où finalement l'objectif, c'est pas tant d'être neutre en carbone en 2050 que de quand même préserver en fait des conditions de vie en société et avec les écosystèmes qui soient viables. Donc c'est aussi important de mettre en avant tous ces co-bénéfices qui sont, entre avoir des populations en bonne santé et s'adapter au changement climatique, en fait, c'est exactement le même combat. Donc c'est important aussi de mettre en avant ces co-bénéfices. Et là aussi, on voit qu'on est à la fois sur le champ économique, le champ sanitaire, le champ environnemental, donc aussi une vision pluridisciplinaire du sujet. Une fois qu'on a dit tout ça, il reste quand même quelques réticences, parce qu'il y en a toujours sur ce sujet de la sobriété. Mais finalement, comment on fait ? Est-ce qu'il faut imposer la sobriété ? Est-ce que c'est compatible avec la démocratie ? Ce qu'on aime bien faire comme comparaison à Virage Énergie, c'est des comparaisons avec d'autres politiques publiques de santé ou de sécurité qui ont été, entre guillemets, imposées aux populations, puisque il y avait des situations dangereuses. Donc, par exemple, l'obligation du port de la ceinture de sécurité, donc en 73 en France, en 75 en Belgique, l'interdiction du tabac dans des lieux publics clos. Donc, peut-être que certains dans cette salle ont connu l'époque où on pouvait fumer dans les avions, dans les trains, dans les salles de concert. Voilà. C'est des mesures qui ont été imposées à la population parce qu'il y avait des situations de mise en danger. Aujourd'hui, plus personne ne reviendrait sur ces mesures. Et il faut se poser la question si l'urgence climatique ne nécessite pas aussi de mettre en place des mesures qui certes peuvent être difficiles à accepter par les personnes, Et quand je parle de mesures, je prends l'exemple par exemple de réduction de la vitesse sur route de 10 km/h. En France, ça a été un pataquès pas possible. Parce qu'on touche à la liberté individuelle d'aller vite et de pouvoir rouler à la vitesse qu'on veut. Alors pas la vitesse qu'on veut parce que c'est quand même limité. Mais en tout cas, il y a des réactions épidermiques de certains, qui ne sont pas forcément la majorité, qui peuvent donner une image de la sobriété qui n'est pas celle qu'elle est réellement. Donc là aussi, il y a un enjeu à prendre en compte l'évolution des normes et finalement des phénomènes alors plus ou moins forts de contestation, mais qui de toute façon sont des réponses à des enjeux climatiques, de pollution atmosphérique qui sont plus qu'urgents et qui nécessitent de mettre en place des mesures qui peuvent être parfois jugées un petit peu radicales par une partie de la population. Deuxième aspect également important, c'est que la sobriété, ça permet de répondre assez rapidement à des crises énergétiques. Il y a beaucoup d'exemples intéressants dans les années 73, 79, les 2 chocs pétroliers, de mise en place de politiques de sobriété de manière très rapide.
La photo que vous avez à gauche, c'est les Pays-Bas, en 73, interdiction d'utiliser la voiture le week-end sauf service d'urgence. Cette mesure-là, elle a été plutôt bien, elle a plutôt été bien acceptée par la population. Elle a notamment permis de relancer l'usage du vélo aux Pays-Bas. Alors il y a eu il y a aussi une campagne sur la sécurité routière, mais en tout cas, ces jours où on n'avait pas le droit d'utiliser la voiture, c'est le vélo qui a été développé. Et en même moment, donc sur le deuxième choc pétrolier, cette fois-ci à droite, en France, vous aviez des grandes campagnes d'information, de sensibilisation de l'État sur les économies d'énergie, avec des timbres économie d'énergie, etc., etc. Vu de 2022, ça peut paraître totalement aberrant, mais il y avait une vraie prise en compte de ce besoin de gérer la pénurie énergétique par les pouvoirs publics, et on pourrait très bien imaginer que la même chose soit mise en place à courte échéance pour répondre à une éventuelle crise énergétique ou crise géopolitique très grave. La sobriété, je le disais, c'est aussi donc interroger la place de l'énergie dans nos sociétés, et c'est comment on construit un projet commun, comment on fait avec les citoyens. Et ça, c'est point de vue d'une Française, où le sujet énergie est un sujet qui est entre les mains du gouvernement et du président, surtout, et c'est un sujet qui est très peu mis dans le débat public. On n'a pas de conseil citoyen de l'énergie, on a encore moins de conseil citoyen de la sobriété. Alors il y a une tentative, vous avez peut-être entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat, on a tiré au sort 150 citoyens, et puis pendant 6 mois, on les a fait plancher sur des mesures pour lutter contre le changement climatique. Il en est ressorti plein de mesures de sobriété. Par contre, dans la loi, quasiment rien n'a été repris. Donc il y a aussi cet enjeu à créer ces endroits de débat pour parler de ce sujet-là. Et donc vous avez l'exemple aussi, donc ça c'est ce que j'ai mis en haut à gauche, des monnaies locales, comment on recrée aussi des projets de territoire, des projets économiques citoyens, et comment on peut arriver aussi, et il faut faire de la sobriété avec les gens et pas contre les gens. Ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Pour terminer, dernier problème, c'est comment on rend la sobriété désirable dans un monde d'ébriété énergétique, où consommer de l'énergie, c'est être heureux, c'est avoir réussi socialement. Et on est toute la journée abreuvé, que ce soit par le cinéma ou la publicité, par des imaginaires qui sont très carbonés, très très forts, puissants, très virils. Donc comment on fait comprendre aux gens que la sobriété, ça peut être désirable. Et donc là, il y a un véritable enjeu à adopter aussi les codes de ces publicitaires, de ces cinéastes qui nous vendent la croissance économique et l'extractivisme comme quelque chose de désirable, en occultant totalement les impacts environnementaux et sociétaux. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est cette campagne de pub qui a été faite par Bruxelles Mobilité sur les pieds. Voilà, il y a une campagne d'affichage, il y a également eu un spot publicitaire qui montre bien aussi que la sobriété, on réinvente rien, on l'a bien vu tout à l'heure, tout était déjà écrit après-guerre, mais c'est juste que il faut prendre des outils de notre temps pour parler de ces sujets-là. Donc pourquoi pas s'allier avec des publicitaires pour rendre la sobriété désirable et puis créer ces nouveaux imaginaires et récits. Et puis enfin, c'est comment on se projette dans le futur ensemble, comment on donne à voir ce que ça peut ressembler à une société sobre. Et je finirai là-dessus, donc par un travail qui a été fait par l'Institut Momentum, qui est un think tank français qui s'est projeté en Île-de-France en 2050. Si il y avait eu un grand effondrement, grand choc pétrolier dans une Île-de-France qui est post-carbone. Et donc là, vous avez ce montage photo de l'aéroport d'Orly qui a été totalement retransformé en grande plaine de nature, qui permet aussi de se projeter. Et quand je dis construire des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, ça peut aussi passer par des témoignages du futur, faire de la prospective, faire du montage photo qui donne envie de vivre dans une société sobre qui soit choisie, sachant qu'on risque fortement d'être quand même dans des sociétés qui soient de sobriété subie. Je vous remercie. Ok. Bonjour à toutes et tous, et merci pour l'invitation. Alors moi, mon exposé va plutôt vous inviter à faire un petit pas de côté, en fait, et dans le prolongement, je dirais, assez direct de la présentation antérieure. Moi, le point que j'aurais envie de mettre en avant, c'est cette idée qu'au fond, parler de crise de l'énergie, de crise énergétique, c'est
en réalité, quand on tire le fil, parler d'une crise culturelle, d'une crise de notre société. Et l'idée n'est pas neuve. Alors, comme la présentatrice juste avant moi, et puis comme Johan Jans tout à l'heure, j'ai pris un vieux texte des années 80. Bon, alors, j'y étais pas, moi, j'étais pas née, en fait, en 1980. Donc de Cornelius Castoriadis, qui avait été invité à l'UC Louvain par les étudiants de l'AGL. Et ça, c'est une retranscription qui a été faite par Etopia, je pense, par la suite. Donc, que nous disait Cornelius Castoriadis à l'époque? Il nous disait que la crise de l'énergie est en un sens une crise de la société et qu'elle induit finalement une mise en cause de l'ensemble du système, par en tout cas les personnes qui prennent conscience de cette crise à l'intérieur de nos sociétés. Il nous disait aussi qu'elle nous invitait, cette crise de l'énergie, à inventer une autre culture, au sens le plus profond du terme. Et là, on essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette idée-là, d'une remise en question profonde. Et puis, il nous disait aussi à quel point cette nouvelle société, elle posait du coup l'enjeu d'une création culturelle extraordinaire. Donc c'est comme ça qu'il la formule. Et c'est vrai qu'en fait, le défi est de taille, puisque c'est à peu près, comme le dit Latour, tous les ingrédients de nos modes de vie et de notre existence terrestre qu'il s'agit aujourd'hui de repenser. Donc forcément, le projet est ambitieux. On n'a pas énormément avancé depuis les années 80, même si je pense qu'il y a quand même une lame de fond sur le plan culturel qui n'est pas forcément visible, qui peut-être ne fait pas l'objet de statistiques, etc., mais qui traduit néanmoins une modification de nos représentations sur laquelle on peut miser ou placer en tout cas certains espoirs de transformation justement en profondeur. Alors, il y a moins longtemps, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux cette vidéo avec les étudiants de AgroParisTech qui faisaient un appel à déserter. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'ils sont, je trouve, assez courageux dans leur démarche. Et bon, une petite phrase issue de ce discours, donc de ces étudiants sortant des études d'ingénieurs agronomes. Ils disent « Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition ». Une expression qui sous-entend que c'est pas de moi, hein, qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans que l'on se débarrasse de l'ordre social dominant. Alors j'ai fait le focus sur ce petit moment de leur discours. Ça ne résume pas leur démarche, mais parce que ça m'intéresse pour amener justement les autres éléments que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Et donc, je voudrais vous montrer ce graphique que j'utilise pour parler de ce que j'appelle l'écologie intégrale, qui vise justement à intégrer différentes dimensions de la crise écologique, qui sont finalement autant de grilles de lecture, mais qui peuvent aussi correspondre à différents champs disciplinaires. Et je pense que un des gros enjeux qui est face à nous, c'est de parvenir à faire dialoguer et interagir ces différents enjeux, ces différentes dimensions de la crise. Alors, je pense que aujourd'hui, les trois premières strates, donc ça se voit peut-être pas, mais ce sont des strates géologiques. Johan, tu m'excuseras, c'est pas très fidèle à la réalité, mais donc ce sont des strates géologiques. J'aime bien cette métaphore parce qu'au fond, c'est comme s'il y avait différents sédiments culturels qui se superposent. Et l'idée qui est derrière la métaphore, c'est qu'il faut aller jusqu'à finalement aller creuser assez profond dans les racines culturelles de notre culture pour aller transformer peut-être certaines erreurs, certaines bifurcations historiques qui nous ont amenés à la situation présente. Alors une autre idée qui est importante dans ce modèle-là, c'est que chacune des strates est finalement nécessaire mais non suffisante. Alors on pourrait faire l'exercice, mais ici en 20 minutes, j'ai pas le temps, mais on pourrait faire l'exercice d'aller voir à chaque strate pourquoi elle est nécessaire et pourquoi elle est non suffisante. Je suppose que pendant la journée, vous avez déjà eu l'occasion d'aborder en même temps la grande nécessité d'une transition abordée sur le plan technologique, d'un changement des comportements, tel qu'on vient aussi de l'entendre. On sait bien que les dimensions technologiques et les changements de comportement sont indispensables pour créer justement de nouvelles pratiques culturelles et de nouvelles technologies plus éco-efficientes, etc. Mais
on sait, je pense également, qu'on ne peut pas miser uniquement sur ce type de solution pour justement amener ce gros changement culturel auquel Cornelius Castoriadis faisait référence dans la citation que je vous ai projetée en tout début d'exposé. Donc on doit également aller vers des réflexions plus structurelles touchant nos modèles économiques, nos orientations politiques. Et alors là, plus fondamentalement, cette transformation économique et politique, eh bien, elle va poser toute une série de questions philosophiques et jusqu'à théologiques ou spirituelles. Ce sera un petit peu les points que je voudrais amener maintenant, c'est-à-dire me focaliser principalement sur les strates du bas, en prenant pour acquis que celles du haut ont déjà vachement été défrichées depuis ce matin. Alors le premier point que je voulais mettre en avant, autour des questions du débat sur la croissance, la décroissance, donc moi il me semble quand même, je ne suis pas du tout économiste, et c'est bien pour ça que je voudrais amener cette idée que la croissance, c'est avant tout un projet politique, mais en tout cas la question de la sobriété doit se poser collectivement, et ça doit engager une forme de décroissance. Alors il y a beaucoup de débats autour du concept de décroissance, parce que tout ne doit pas décroître, il y a effectivement des choses qui doivent croître, mais globalement la quantité de matière, de flux, la quantité de biens produits et consommés, il me semble assez évident qu'il faut viser à ce qu'elle diminue, parce que l'amélioration de l'efficacité énergétique ne nous permettra pas de faire un découplage absolu des courbes de croissance économique et de nuisances environnementales. Mais indépendamment du débat d'experts, d'économistes, que je ne suis pas autour de ces questions-là, je pense que ce qui est important et ce qui est peut-être fondamental dans le débat public autour de la question de la croissance-décroissance, c'est de percevoir que ce concept de croissance, il est avant tout en fait un concept politique, c'est-à-dire que la croissance, c'est un projet de société. Je prends cette citation de Isabelle Cassirs, économiste émérite de l'UC Louvain, et Kevin Maréchal, qui disent, eux, ils parlent de post-croissance, quoi, justement pour parler d'un horizon au-delà de la poursuite de la croissance économique, de nouveau ici, comme projet de société. Et donc, il me semble qu'au-delà des débats d'experts très techniques sur ce que ça voudrait dire comme modèle sur le plan économique, on peut discuter en fait de cet horizon de croissance comme projet de société et passer alors à un modèle qui serait post-croissant. Donc là, évidemment, les strates économiques et politiques vont, à ce moment-là, assez rapidement nous amener à passer finalement d'une réflexion sur les structures et sur cet ordre social dominant que voulaient remettre en question les étudiants de AgroParisTech. Et pour y arriver, ça nous amène à une réflexion sur en fait, le système de croyances à partir desquels ces structures et cet ordre social ont été forgés. Et c'est là qu'arrive finalement l'intérêt d'une réflexion plus philosophique sur la transition, intérêt qui peut-être ne saute pas aux yeux de prime abord lorsqu'on s'intéresse à la crise énergétique. Alors ce changement de notre système de croyance auquel nous invite une réflexion éco-philosophique sur la transition énergétique, eh bien, elle passe par trois disons, sous-enjeux. Alors un premier enjeu, il est éthique. Quel modèle éthique voulons-nous promouvoir comme étant alternatif au modèle éthique finalement qui a généré le système de la société moderne, qui nous a mené à la crise écologique. Donc quelle alternative éthique, quelle alternative anthropologique, quelle représentation alternative de l'humain pouvons-nous créer ensemble pour justement contester certains travers du modèle dont nous héritons. Et alors, bon là c'est peut-être encore moins évident de prime abord, j'essaierai de l'aborder mais de manière la plus légère possible, mais il y a là derrière des enjeux ontologiques. Ontologique, c'est la représentation de la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas des transformations qui doivent s'opérer à ce niveau très fondamental qui touche notre vision du monde, notre vision de ce qu'est la réalité, et l'interaction entre ces trois sous-enjeux philosophiques nous permettra du coup d'identifier des pistes, non pas de solutions, mais finalement différents cadres, d'autres regards finalement qu'on peut porter sur cette crise énergétique pour nourrir la réflexion sur le plan politique ou citoyen. Alors, je voudrais juste évoquer trois champs théoriques qui, à mon avis, peuvent nourrir cette réflexion à ces trois niveaux. Et qui peuvent contribuer à redéfinir sur le plan philosophique ce projet de société moderne, enfin sortir de ce projet de société moderne pour redéfinir un nouveau projet de société. Alors le premier champ, c'est les théories de la décroissance et la pensée décoloniale, et j'expliquerai pourquoi je les mets ensemble. Le second, c'est la deep ecology ou l'écologie profonde, et le troisième, c'est l'écoféminisme. Trois champs qui nous donnent des outils conceptuels pour penser l'enjeu, ce à quoi on est confronté justement en tant que société pour faire face à ces crises.
Alors, pourquoi je mets théorie de la décroissance et pensée décoloniale ensemble? Vous m'excuserez, c'est un peu à la grosse louche. Simplement parce que je pense qu'ils partagent ce point commun très intéressant de vraiment mener une réflexion sur le concept de développement. Puisque tant ceux qui critiquent justement la croissance comme mythe, comme idéal régulateur de la société moderne, et ceux qui analysent les questions décoloniales, eh bien, ils convergent dans cette idée qu'il y a vraiment un problème avec notre conception du développement, du progrès et de la croissance, parce que ces trois concepts sont finalement presque pris comme synonymes et constituent finalement une boussole politique qui a généré tant l'écocide, la crise environnementale, énergétique, etc., qu'un certain rapport des pays coloniaux vis-à-vis des pays colonisés, avec leur résurgence dans les formes de néocolonialisme qui persistent à l'heure actuelle. Alors bon, c'est pas pour rentrer dans le détail par rapport à ça, mais en tout cas, ils partagent cette idée qu'il y a des mythes à déconstruire là derrière, avec cette invitation faite par Latouche, mais qu'on peut retrouver aussi, peut-être avec d'autres mots, dans le contexte de la pensée décoloniale, cette idée que nos imaginaires sont colonisés par ces idéaux de développement définis comme progrès indéfini, comme croissance indéfinie. Alors évidemment, cet hégémonisme occidental autour de ces concepts, puisque à travers la mondialisation, ces concepts se sont relativement sont globalisés. Alors ce lien intrinsèque que font les penseurs décoloniaux entre modernité et colonialité. Alors bon, nous en philo, la modernité c'est quand même quelque chose qu'on voit positivement, la pensée des Lumières, etc. Donc, alors qu'en fait, du point de vue de la pensée décoloniale, la modernité, elle est intrinsèquement liée à la colonisation, puisqu'en fait les deux événements sont historiquement contemporains. Avec l'entrée dans la modernité, ça a été l'entrée aussi dans l'ère coloniale, avec cette fameuse découverte des Amériques. Et donc le lien entre modernisation et colonisation donne un regard finalement assez critique et intéressant pour nourrir justement ce qu'on pourrait imaginer comme futur possible désirable. Alors bon, les théoriciens du développement peuvent nous expliquer assez rapidement, avec l'historique du concept de développement, combien ce modèle est en fait intrinsèquement lié à un idéal de consommation de masse et de prise de distance par rapport au mode de vie traditionnel basé sur la survie. Et cette idée finalement du développement avec comme objectif la consommation de masse, il vient évidemment se heurter aux limites planétaires. C'est ce qui va amener un penseur comme Serge Latouche à considérer que ce qu'on appelle le développement durable est effectivement une contradiction dans les termes ou un oxymore, puisque le développement, défini comme progrès et croissance indéfinie, ne pourra jamais être durable au sens d'une réinsertion dans les limites planétaires. Alors il y a toute une réflexion sur l'extractivisme, mais je ne vais pas la développer, mais j'imagine que vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Alors deuxième champ théorique qui peut nourrir cette redéfinition de notre projet de société, cette transformation culturelle profonde qu'on est en train de vivre pour l'instant, je pense, en tout cas j'espère, c'est l'écologie profonde, Deep Ecology, avec le père fondateur Arne Naess, mais toute une série de penseurs et aussi d'activistes, parce que c'est un mouvement qui a été vraiment aussi relayé par des mouvements sociaux, des mouvements citoyens. L'écologie profonde qui a plusieurs ramifications, mais il y a vraiment un concept qui est central et qui, je pense, est vraiment intéressant pour penser cette crise écologique, c'est la critique de l'éthique anthropocentriste qui a prévalu dans la modernité, cette vision de l'humain qui est pensée finalement comme autosuffisant, situé au centre de la vie politique, au centre du monde, et ayant finalement le reste du réel à sa disposition, réduit à n'avoir qu'une valeur intrinsèque. Donc c'est un modèle éthique dans lequel seul l'humain a une valeur propre, et le reste du réel et du vivant n'a qu'une valeur intrinsèque. Alors ce modèle anthropocentrique, il a été amplement critiqué, toute une série d'alternatives ont été développées par les éthiciens de l'environnement. Et elle est souvent, cette critique et les propositions qui vont avec, associées, et c'est là que vient la question ontologique, à une critique de ce qu'on appelle le dualisme moderne, c'est-à-dire cet arrière-plan ontologique de la modernité, dont Descartes a posé les balises au début de l'ère moderne, et qui a finalement découpé la réalité en deux substances, la chose étendue et la chose pensante. Et cette vision binaire de la réalité est l'arrière-fond ontologique de l'éthique anthropocentrique. Et donc, l'anthropocentrisme, c'est aussi aller rechercher des questions profondes concernant ce qu'est la réalité, ce qui évidemment n'est pas forcément évident à mener dans un débat public, mais il s'agit quand même bien d'un enjeu réel pour penser la crise écologique.
Alors, je vous ai mis une citation assez longue, parce que c'est seulement la moitié, l'autre moitié vient sur le slide suivant, mais je trouve que ça résume assez bien le projet, alors d'un auteur contemporain qui s'appelle Baptiste Morisot. Ici, dans un texte où il déconstruit cette idée qu'il y aurait une opposition entre l'écologie et l'humanisme, un des grands thèmes de la philosophie de l'environnement. Alors, il nous dit « Le pari fondateur de l'idéologie du progrès est qu'il faut dominer et exploiter plus efficacement la nature pour être plus humaniste, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie de l'humanité, abondance, équité et à terme justice entre tous. L'humanisme reposerait sur un vecteur d'appropriation plus efficace des non-humains. » Le pari minimal, que j'appelle pari civilisationnel d'une écotopie, et qui pourrait constituer une plateforme minimale de toute écologie politique contemporaine, est assez simplement l'inverse. Ce pari, donc pour cette écotopie, repose sur l'idée que pour être mieux humain, c'est-à-dire aboutir à de meilleures relations entre les humains et de meilleures conditions d'existence enrichies pour les humains, il faut mettre en place de meilleures relations avec les autres qu'humains, considérés comme des cohabitants qui entretiennent avec nous des relations qui nous fondent, c'est-à-dire leur faire de la place dans nos ontologies politiques. Comme quoi, vous voyez que je ne suis pas la seule à parler d'ontologie politique, loin de là. Alors, troisième point, troisième champ théorique qui amène des ingrédients, voilà, ça donne à penser. Ce n'est pas des solutions que les surportent, j'en conviens, mais enfin, c'est quand même certains éléments de pensée qu'on peut intégrer quand même dans nos modèles pour essayer de faire preuve de prospective, de réflexion prospective vis-à-vis de ces enjeux fondamentaux de l'écologie. Alors, l'écoféminisme, donc fusion entre le concept d'écologie et le concept de féminisme, forcément. L'un des apports clés de l'écoféminisme, au-delà des différentes tensions qui existent au sein du mouvement, c'est d'identifier finalement une même matrice conceptuelle qui va relier le dualisme humain-nature, qui, rappelez-vous, est au fondement de l'anthropocentrisme, avec toute une série d'autres dualismes qui ont jalonné l'histoire de la pensée occidentale depuis la pensée des Grecs anciens, en passant par le Moyen-Âge, et puis qui traversent la modernité. Et ces dualismes, eh bien, mettent finalement dans une même catégorie ce qui relève du masculin, de la culture, de la raison, de l'esprit, de la liberté et de la production, au détriment d'une autre catégorie rassemblant les femmes, la nature, les émotions, le corps, le déterminisme, la reproduction. Et on pourrait en fait ajouter des éléments à cette liste, à ces deux listes, qui identifient non seulement des dualismes, mais un dualisme n'est pas forcément oppressif. Ici, ce que Karen Warren appelle des cadres conceptuels d'oppression, c'est le couplage d'identification d'éléments dans un format dualiste, qui ensuite sont hiérarchisés, parce que ce qui est masculin, culturel, rationnel, qui relève de la spiritualité et de la liberté, est jugé supérieur à ce qui relève du féminin, naturel, émotionnel, corporel, déterministe et lié à la reproduction. Et puis, cette hiérarchisation justifie une subordination d'un des deux ensembles sur l'autre. Alors pourquoi, quel lien avec la crise écologique, allez-vous me dire ? Eh bien, c'est simplement, finalement, cette idée que ce dont il s'agirait, c'est de sortir de ces cadres oppressifs, ce qui nous invite à aller encore plus loin dans l'alternative que notre imagination nous permet de proposer, puisque ce n'est pas seulement le dualisme homme-nature ou humain-nature qu'il faudrait contester, mais l'ensemble de cette carte conceptuelle. Et donc, c'est comme ça que les écoféministes vont viser une revalorisation, pas seulement de la nature, mais aussi des émotions, du corps, d'autres formes que la rationalité comme manière de donner sens et d'exprimer la réalité. Et cette association entre les femmes et la nature qui va être, comme le dit Émile Yach, reclaim, c'est-à-dire non pas réaffirmer, parce que ce serait réaffirmer les catégories oppressives, mais bien revisiter pour aller rebrasser un petit peu nos cartes conceptuelles sur le plan ontologique. Donc, les cadres conceptuels oppressifs. Et un autre point, bon, c'est un peu arbitraire, il y aurait plein d'autres choses à dire sur l'écoféminisme, mais un autre point intéressant qui peut rassembler différentes formes d'écoféminisme, c'est de mettre en avant ce dont nous dépendons. Ce dont nous dépendons, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les ressources naturelles, ça veut dire l'énergie, ça veut dire toutes ces choses cachées qui rendent possible nos modes de vie, mais ça veut aussi dire tout ce qui relève du care, du soin dont nous dépendons tous en tant qu'humains intrinsèquement vulnérables de par notre naissance, notre condition humaine.
et ce care qui doit du coup, dans la logique écoféministe, être élargi aux non-humains. Dépendance aussi de la main-d'œuvre bon marché des pays du Sud. Donc là, il y a aussi des liens à faire avec la pensée décoloniale autour de cette question de quoi dépendons-nous, que l'écoféminisme entend mettre à l'avant-scène. Donc il y a un petit peu le côté d'amener l'envers du décor sur la place publique pour en faire finalement la base de réflexion pour une société soutenable. Alors il y a toute cette question, moi je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, il y a quelques enjeux qui sont transversaux à ces trois champs. J'avais envie de les lister rapidement. Alors, dans les trois cas, il y a une réflexion sur la liberté et sur cette vision de l'individu autonome qui est quand même une valeur centrale de la pensée moderne. Alors, il ne s'agit pas de contester l'importance de la liberté radicalement, mais de la mettre en dialogue avec justement ce dont nous dépendons. Et c'est ce à quoi nous invite le concept d'interdépendance qui va être central dans les différents courants dont je viens de vous parler. Le concept de reliance qui est intéressant dans ce contexte-là parce qu'il permet de penser le lien sans nier forcément une forme de séparation, une forme de mise à distance. Donc la reliance, c'est une sorte de synthèse entre le lien et la déliance. Voilà, un concept assez riche qui vient d'Edgar Morin. Alors un autre point transversal, c'est la critique de ce que Françoise d'Aubonne elle appelle l'illimitisme, mais on en trouve vraiment des occurrences aussi dans la pensée décroissante, dans la pensée décoloniale, qui vont critiquer finalement cette pensée qui nie la limite et le caractère prométhéen du projet moderne. Alors aussi, un thème transversal, c'est celui de la pluralisation des savoirs-pouvoirs, en tant que le savoir, en fait, officiel donne un pouvoir. Alors, il y a une critique donc, des formes exclusivement rationalistes qu'a prise la manière, la bonne gestion de ces questions sur la sphère publique, une critique de l'expertocratie, de l'emprise du chiffre, etc. Et la valorisation de formes de savoir différentes, inspirées par l'art, par les émotions, par un lien plus senti et vécu à la réalité, et pas uniquement abstrait. Et alors, cette question des ontologies politiques dont je vous ai déjà parlé. Et un autre thème transversal, c'est qu'il y a derrière ces différentes remises en question, on va dire, conceptuelles, philosophiques, des enjeux existentiels au sens où c'est notre définition de nous-mêmes, de ce qui donne un sens à nos vies, qui va être touchée par ces questions. Et ça, dans le texte de Castoriadis que je vous ai cité au début, il y a aussi des éléments où il soulignait déjà cette question-là. Quand on tire la question de l'énergie, à un moment, on arrive à qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue pour un individu, mais aussi pour une société. C'est aussi à ces questions-là qu'on arrive quand on doit redéfinir la prospérité, quand on cherche des alternatives au PIB pour définir le développement, etc. Et donc l'invitation à un nouveau rapport au monde qui va flirter alors très rapidement avec la dernière strate du modèle qui est la dimension spirituelle ou théologique. Je ne pense pas qu'il me reste beaucoup de temps, donc je vais la passer juste très rapidement. J'avais fait l'exercice de reprendre un petit texte d'introduction rédigé par Serge Latouche à un livre de Claude Bresson-Girard qui s'appelle Decrescendo Cantabile, un livre sur la décroissance. Et dans ce texte, en fait, Latouche, il fait beaucoup de métaphores religieuses, en fait, parce que chez les décroissants, la croissance, c'est vraiment, ils font beaucoup la métaphore avec la religion. Et pour montrer aussi, aussi avec l'alcoolisme, et ça l'exposé précédent l'a souligné aussi. Mais dans cette intro, voilà, il nous parle de toute une série de concepts qui, je me disais que ça pouvait mettre en lien un peu, donner un peu un champ sémantique de cette dernière strate spirituelle qui peut en rebuter certains. Donc l'idée qu'on est face à une sorte de vide ontologique, qu'il y a une sorte de fuite de la mortalité ou de la finitude derrière le projet consumériste, et qu'on ne construira pas une société de la décroissance sans réenchanter un minimum le monde, enfin voilà, des idées comme ça. Alors avec lui, ça passe fort par l'art, et aussi parce que l'intro du livre de Bresson-Girard est propice à ça. Et je clôturerai, enfin après je passerai plus vite pour les autres slides, mais ce à quoi je voulais juste amener avec cette dernière slide, c'est que en fait à partir du moment où on cherche des alternatives au modèle capitaliste, croissanciste, si on prend acte du fait que ce modèle il fonctionne, il nous fournit des réponses en fait, à certaines questions existentielles qui nous traversent tous, chercher à réfléchir à une alternative à ce modèle sans se poser la question des modèles existentiels alternatifs
que nous pouvons utiliser comme ressources de sens pour répondre aux angoisses profondes vis-à-vis desquelles le modèle capitaliste fournit des réponses, eh bien, ça me semble voué à l'échec. Alors, ces ressources existentielles, elles ne doivent pas forcément prendre la forme de la religion. Elles peuvent avoir des formes multiples, mais enfin, la question de la mort, la question de la reconnaissance, la question de la vulnérabilité, ces questions-là, si on n'y répond plus par la consommation, on y répond comment ? Et ça, c'est une grande question qui va ouvrir du coup ce champ de l'éco-spiritualité qui se décline dans de pas mal de domaines. Par exemple, chez Arne, j'ai un petit truc rouge, hein, je crois. Oui. Chez Arne Naes, par exemple, Arne Naes, ils disent qu'il résume mon approche. Donc, quand il construit ce concept théorique de deep ecology, ils disent qu'il résume mon approche. Ce qu'on doit faire, c'est de passer du soi avec un petit s au soi avec un grand S, c'est-à-dire prendre conscience de notre immersion dans la totalité écosystémique. Alors on voit bien que là, il y a un jus existentiel, je dirais, dans cette idée. Ou alors, chez les écoféministes, on va avoir l'idée qu'il faut passer du pouvoir sur au pouvoir avec, ou du pouvoir sur au pouvoir du dedans, chez Starhawk. Alors on va entendre des concepts comme celui de transition intérieure ou de militantisme existentiel, où on va voir dans l'écoféminisme aussi cette idée qu'on trouve chez quelqu'un comme Isabelle Stengers, par exemple, qu'il faut des rituels de désenvoûtement contre la sorcellerie capitaliste, parce que si on est pris dans un système sorcier, on a besoin de stratégies qui ne soient pas strictement matérielles, en fait, sinon on n'arrivera pas. Alors voilà, c'est un peu impressionniste, mais c'était pour vous donner un petit peu une idée du champ sémantique dans lequel on pouvait se trouver avec cette dernière strate spirituelle ou existentielle qui a à voir avec finalement une réflexion sur les alternatives possibles à la façon de combler ces angoisses qui ne soient pas celles du capitalisme et du consumérisme. Et donc voilà ce qui donne au final un schéma, alors un schéma qui n'est pas vraiment un schéma, qui est plutôt une vision d'ensemble de ce qu'on pourrait appeler voilà, une écologie intégrale, avec, comme je vous le disais, cette idée de chercher à articuler ces différentes dimensions sans les effacer les unes les autres. Et puis cette idée finalement un gros enjeu qui est de combiner l'aspiration à une vision nouvelle, à quelque chose qui puisse créer une forme de cohésion sociale autour des questions de transition, d'écologie, et puis en articulation avec la pluralité, le pluralisme des visions du monde, qui est un état, enfin qui est disons l'acquis, l'un des acquis fondamentaux de la postmodernité dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et c'est pour ça que si j'ai encore une petite minute, j'avais voulu vous projeter cette citation de Catherine Larère, philosophe émérite de la Sorbonne, dans un texte qu'elle écrit sur les enjeux de l'Anthropocène et sur le concept d'Anthropocène. Elle nous dit « On sait comment la modernité a été définie comme l'époque des grands récits d'émancipation, le peuple, la nation, le prolétariat, qui se sont achevés avec elle, marquant l'entrée dans une postmodernité caractérisée par une multiplicité de récits opposés. » Donc aujourd'hui, on est là-dedans, c'est vraiment le pluralisme, une des valeurs centrales de nos sociétés ici en Occident. Il n'y aurait plus de sens global, mais un relativisme généralisé où tout se réduirait à des affrontements dans des rapports de force. Parler d'anthropocène comme situation globale de l'humanité, c'est admettre que nous sommes entrés dans une nouvelle époque, caractérisée par un nouveau grand récit. Mais de quel récit s'agit-il exactement ? Donc là, je pense que c'est vraiment l'enjeu. Et je terminerai par cette question. Merci. Oui, merci. Un tout grand merci à Charlotte Loix et Barbara Nicoloso pour ces exposés vraiment très, très intéressants et complémentaires avec ce qu'on a pu avoir dans le reste de la journée. Je crois que c'est une belle ouverture finale qui nous a permis de prendre un peu plus de recul aussi par rapport à d'autres enjeux plus techniques qu'on a pu suivre pendant la journée. Donc merci pour ça. Je vous donne la parole à présent. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vient d'être abordé ? Bonjour. Tout d'abord, un grand merci, c'était absolument passionnant. J'ai une question très pratico-pratique sur la... Pardon ? Non, je rigole. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Non, sur la... Ouais. On va revenir avec celui-ci.
Je vais accélérer du coup. Sur la sensibilisation en fait, d'une manière générale et comment on parvient à ce projet de société, je fais moi-même de la sensibilisation au quotidien, tout type de public, en entreprise, avec des gens qui sont archi pas convaincus. Et en fait, je me rends compte, et je pense que ça aujourd'hui, je vais être volontairement provoque, mais je pense qu'on est déjà tous convaincus dans cette salle. Donc ma question est assez simple. Comment on fait pour changer tous les gens qui sont dans cette salle avec des gens qui ne sont pas du tout convaincus, compte tenu de tout ce que vous venez de dire, justement sur la nécessité de se reposer sur son existence, le sens qu'on va donner à sa vie, etc. Quand on voit les mouvements, on prend les Transition Towns, on peut en prendre plein d'autres. Les gens qui montent des mouvements alternatifs sont des gens qui sont convaincus, mais qui finalement, la plupart du temps, restent entre eux. Comment est-ce qu'on fait pour ouvrir et construire avec? Alors je ne sais plus laquelle de vous deux a pris cette expression de faire de la sororité avec et pas contre. Comment est-ce qu'on fait du coup pour aller voir toute cette masse de gens qu'il faut arriver à convaincre? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est très loin encore d'avoir atteint la masse critique de gens qui étaient nécessaires. Voilà. Quelles sont les méthodes éprouvées et votre retour là-dessus? L'évangélisation. Non, mais enfin, on en est vraiment là. Hein. Je rejoins tout à fait Charlotte sur la guerre des idées, d'autant plus dans des sociétés de médias comme les nôtres. Déjà, la question de l'information. Nous qui baignons dedans au quotidien, ça va de soi qu'il y a des rapports du GIEC, qu'il y a une urgence climatique, mais je pense que pour une majorité de la population, l'information n'arrive même pas à leur niveau, en fait. Parce qu'on est aussi dans une vraie difficulté à faire percoler le technique, le scientifique, à l'échelle du citoyen, et c'est pas du tout évident, hein, tout le monde n'a pas un bac+5, hein, donc c'est comment on arrive à rendre les choses compréhensibles et à les incarner aussi sur les territoires. Je pense qu'en France et en Belgique, on est encore relativement protégés du réchauffement climatique. Dans les pays du Sud, c'est moins le cas. Donc c'est comment on fait aussi pour arriver à faire comprendre aux gens que ce qui est en train de se passer et ce qui va arriver va les toucher physiquement quand ça n'est pas encore arrivé. Je vous renvoie là aux travaux du psychologue George Osborne qui montrait ça très bien. C'est que finalement, en fait, biologiquement, on n'est pas câblé pour anticiper un risque qui n'arrive pas parce qu'on a encore un cerveau reptilien qui fait qu'on réagit à la menace qui est face à nous. Donc, elle est vraiment là aussi la difficulté. Hein. C'est comment on arrive à faire de l'anticipation dans des sociétés où on a des gens où très concrètement la problématique c'est comment on fait pour manger ce soir. C'est ça aussi le problème. Hein. Et là, tout l'enjeu est aussi de mieux relier l'écologie et le social pour arriver à embarquer tout le monde, sachant que ceux qui doivent faire l'effort, ça reste encore une fois les plus riches. Hein. C'est pas les plus pauvres. Oui, moi, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Juste, je pense qu'aborder la question à différentes strates, pour reprendre ma métaphore, ça permet de pluraliser en fait le public. Je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout être sensibles, par exemple, je sais pas moi, aux enjeux, à la beauté du fait de prendre son vélo pour aller travailler, mais peut-être qu'ils vont être sensibles à la question aux questions de sens, par exemple. Je pense, par exemple, qu'au niveau de la strate spirituelle, qui pourrait être un repoussoir dans un premier temps, en fait, potentiellement, à partir justement du discours spirituel et religieux relu à l'aune des enjeux environnementaux, on touche un public énorme. Je pense, par exemple, à l'encyclique Laudato Si du pape François. Il y a quand même 25% de chrétiens à l'échelle de la planète. Alors, ils ne sont pas tous catholiques, donc ils ne reconnaissent pas toutes et tous l'autorité du pape. Mais je pense qu'un texte comme ça, en fait, ça a un impact et il est plus lié à une classe sociale convaincue par les questions environnementales, pour ne prendre que ce point-là. Après, je pense que c'est vraiment une question que toutes les associations se posent, comment ouvrir au public. Et le danger, ce serait de le faire avec une espèce de paternalisme qui viendrait inculquer la bonne parole à ceux qui n'auraient pas encore pris conscience de... Et à cet égard-là, je trouve que les travaux de Fatima Ouassak sont assez intéressants parce qu'elle travaille vraiment à partir des milieux populaires dans les cités aux alentours de Paris.
Et elle invite à justement déconstruire l'écologie avec un regard en même temps décolonial et féministe, pour justement adapter le langage, pour formuler les enjeux dans un langage qui va concerner les populations là où elles sont, quoi. Donc il y a aussi ce travail de décentrement, je pense, à faire. C'est pas venir téléporter des modèles, mais partir des besoins, en fait, des besoins perçus, et puis à partir de là, tisser des visions en collaboration, quoi. Bon, je ne dis pas que c'est une solution, mais en tout cas, je trouve que Fatima Ouassak, voilà, son invitation, elle est quand même intéressante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est vraiment pas sur une écologie des petits gestes, quoi. Il y a des petits gestes, mais c'est justement aller voir les enjeux structurels. Et par exemple, sur les questions d'inégalité sociale, le discours anticapitaliste, il peut parler à ceux qui sont justement les perdants de ce système, à partir du moment où c'est formulé comme un projet d'émancipation, quoi, justement. Pas seulement comme un projet de contraintes énergétiques enfin, oui, il me semble, mais après, il faudrait voir dans le concret. Sachant qu'effectivement, le problème, c'est moins, je pense, les classes sociales défavorisées que l'autre côté de l'échiquier. Quand on prend l'empreinte... Je sais pas si ça marche avec, pardon. Je disais, je suis tellement d'accord sur embarquer les classes populaires dans cette nouvelle aventure, et il y a des points d'entrée évidents. Par contre, pour convaincre les 5% les plus riches qui aujourd'hui sont en train de nous foutre dans la merde... Ah oui, c'est à eux que tu pensais. Ah oui, non, voilà, c'est ce côté-là plutôt, moi, de l'échiquier que je voyais comment... Parce que c'est finalement... Enfin, j'ai pas envie de dire eux, parce que je peux pas pointer du doigt, mais c'est cette classe sociale, on va dire, pas dans son ensemble, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, qui porte ces idées capitalistiques et extractivistes. Donc, comment... Enfin, c'est ça, quoi. C'est quoi le point d'entrée avec ces gens-là? Parce que, et vous le montriez très bien, c'est la dernière strate, il faut aller très profond dans l'idéologie pour la remettre en question. Donc c'est là où je trouve que le combat est un peu complexe. Voilà. J'avoue qu'il est complexe, je suis d'accord. Bonjour, donc merci pour ces deux présentations inspirantes. Moi, j'ai une question d'ordre pratique de nouveau. La sobriété, c'est vraiment un gros mot. Je m'imagine mal parler de sobriété. C'est pas tous les jours dimanche ou à une émission politique. C'est clairement quelque chose qui me semble très difficile. Mais vous qui avez déjà l'expérience depuis quelques années à essayer de mettre en place de la sobriété, par quoi commencer en fait au niveau structurel, pas au niveau personnel, mais au niveau de la législation, des communes, des régions ou même du fédéral, quoi, de l'État. Alors c'est une... Il y a deux questions dans votre question. Donc déjà, peut-être le terme sobriété. Ce que je disais tout à l'heure, en France, il y a encore quelques mois, c'était un gros mot. Maintenant, c'est vraiment en train de se diffuser. Et ne pas utiliser le mot, finalement, c'est dommage, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi à ce qu'on lui donne une connotation positive et à ce qu'on le fasse sortir, voilà, du champ lexical de l'ascèse, de la restriction, qui est aussi dans le vocabulaire des détracteurs de la sobriété. Donc il y a un véritable enjeu à imposer le terme et à arrêter de tourner autour du pot en parlant de frugalité ou je ne sais quoi. La sobriété, c'est la sobriété. Et en France, le terme a été inscrit dans la loi de transition énergétique. Donc c'est un argument supplémentaire pour l'utiliser. Ensuite, par quoi commencer? Ça dépend. Si on prend le rapport du GIEC, on n'a pas énormément de temps devant nous, donc il faut y aller sur tous les champs, tous les domaines de compétences, à tous les échelons. Il faut aussi bien que ce soit au niveau de la commune que de la province, que de l'État central, s'il y a un État central. Il y a pas de... Comment dire? Il n'y a aucune mesure sans regret quand on fait de la sobriété, parce que chaque dixième de degré de réchauffement qui sera évité, ce sera toujours ça de prix. Moi, il y a un véritable enjeu qui me paraît prioritaire, c'est celui de l'aménagement du territoire. C'est celui de la planification. Alors là, en France, on commence à en parler parce qu'on risque d'avoir peut-être un ministre ou une ministre de la planification écologique. Bon, après, on verra ce que ça donne. Mais c'est comment on fait pour prévoir au regard des enjeux qu'on connaît. Enfin, le diagnostic scientifique est très bien posé. On a aussi toutes les données sociales, de savoir qui consomme quoi, quels sont les modes de vie, etc. etc. Et c'est comment, à partir de ça, on arrive à
construire et plutôt à co-construire une stratégie aussi avec les citoyens pour arriver à s'adapter, à limiter les dégâts au regard du dérèglement climatique notamment. Et là, il faut d'abord, alors on n'a pas non plus énormément de temps, mais il y a un enjeu que moi je perçois énormément, notamment vis-à-vis des élus et des techniciens qui travaillent dans les services publics, déjà de sensibilisation, de sortir de voilà, ces grands récits, ces mythes de la technique qui sont encore extrêmement présents, et massivement de dire, bon bah voilà, enfin, la boussole qui doit guider à l'heure actuelle les politiques publiques, c'est pas le point de PIB, quoi, c'est le bien-être, c'est la qualité de vie, c'est l'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que, alors je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, on a quand même un certain profil sociologique de l'élu local et national, qui est souvent un homme blanc d'un certain âge, qui toute sa vie a connu les 30 Glorieuses, le mythe du progrès et ces grands récits de la croissance. Et donc là, c'est un véritable travail de détricotage et finalement de déconstruction qui peut être un petit peu violent, mais qu'il faut aussi, à un moment donné, alors je ne veux pas dire imposer, mais faire gagner le récit de la sobriété face au récit de l'ébriété. Donc ça, c'est un vrai travail de tous les jours et qui doit être mené aussi bien par les élus qui pensent ça que les universitaires, que les citoyens, que les associations. Et c'est dur et c'est fatigant. Et finalement, enfin voilà, on est beaucoup, je pense, de militants sur ces sujets-là à être en train de faire des burn-out militants parce que en face, on voit que bah voilà, une crise géopolitique et les fossiles repartent en flèche. Mais c'est comment on lâche rien parce que finalement, on arrive sur des questions philosophiques, des questions d'éthique. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait finalement ? Donc il faut y aller. Voilà. J'ai pas non plus de solution, mais faut prendre tout ce qu'on peut prendre, même peu importe l'issue. J'avais une question pour vous, à nouveau, Madame Nicolosso. Dans votre présentation, vous présentez à un moment donné une échelle des usages et des besoins qui va de indispensable, utile jusqu'à inacceptable. Je me demandais si vous aviez eu l'occasion de tester cette échelle-là avec les citoyens du territoire Nord-Pas-de-Calais, de voir si vous aviez pu voir si un consensus était facilement atteignable et si oui, quelle était un petit peu la méthodologie démocratique que vous aviez utilisée pour le faire. Merci. Alors, on ne l'a pas testé avec cet outil-là, même si on aimerait bien, c'est un projet là, des mois à venir à Virage Énergie, en faire un outil vraiment d'éducation populaire pour définir qu'est-ce qui est l'indispensable. Voilà, on est bien sensible aussi aux travaux pyramide de Maslow, Manfred Max Neff, vraiment sur les besoins vitaux. Après, finalement, c'est reposer la question qu'est-ce qui est indispensable pour une personne en fonction de son âge, sa profession et son niveau de vie. Donc ça, c'est un projet. Par contre, la façon dont on a travaillé dans nos scénarios, c'est qu'on a essayé de constituer alors des panels citoyens plus ou moins représentatifs, parce qu'on a aussi un problème que je pense que vous connaissez aussi, qui est celle de la mobilisation des citoyens dans des groupes de travail, des réunions en soirée ou week-end, qui n'est pas toujours évident. Donc on a quand même travaillé avec des sociologues là-dessus pour essayer de leur demander quel était le niveau d'acceptabilité des politiques publiques qu'on avait identifiées. Et c'est comme ça qu'on a essayé de faire une moyenne. Après, on n'est pas dans un exercice, ce que je disais tout à l'heure, scientifique, dans la mesure où on a fait ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait, mais que ce serait un exercice à répliquer à une échelle beaucoup plus grande et sur le temps long aussi. C'est ce qui a été fait un petit peu avec la Convention citoyenne pour le climat. Pour le coup, voilà, elle est vraiment 150 citoyens tirés au sort, qu'on fait travailler pendant 6 mois, à qui on présente l'ensemble des enjeux climatiques, énergétiques, socio-sanitaires et qui en ressortent avec des mesures qui peuvent paraître extrêmement radicales, mais finalement, au regard des enjeux, il n'y a que la radicalité qui permet de répondre à ça. Donc ça, c'est un exercice intéressant. Et si on continue de parler de radicalité, nous, ce qu'on avait dans nos scénarios de Virage Énergie qui sont parus dans les années 2010, par rapport aux scénarios qui sortent à l'heure actuelle, que ce soit l'ADEME, l'Agence de l'environnement française ou même l'Agence internationale de l'énergie, on dit la même chose. Donc c'est aussi comment l'évolution de la situation énergétique, climatique fait que des choses qui paraissaient radicales il y a 10 ans le sont de moins en moins. Et dans 10 ans, ce qu'on dit aujourd'hui qui est radical le sera de moins en moins aussi. Je vous renvoie à une étude qui a été faite par un bureau d'études français qui s'appelle BL Évolution,
sur finalement les mesures qu'il faudrait mettre effectivement en place si on voulait rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement, sans tenir compte de l'acceptabilité sociale. C'est extrêmement intéressant. En 5 ans, on arrête de vendre les voitures thermiques. Pour le transport aérien, c'est une tombola nationale qui est mis en place. On se rend compte en fait de l'effort qui est nécessaire si on veut effectivement rester en dessous des 1,5 degrés. Maintenant, ça ne répond pas à la question de comment on construit une politique autour de ça et comment on construit quelque chose qui soit acceptable, appropriable. Et quand on dit acceptable, appropriable, c'est qu'on demande aussi à la population son avis. En France, on a eu quelques mésaventures. Je pense notamment à l'épisode des bonnets rouges. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. On devait, sous François Hollande, installation d'éco-portiques pour taxer les poids lourds. Il y a une mobilisation de 2000, 3000 chauffeurs de poids lourds bretons qui ont tout bloqué et la mesure n'est pas passée finalement. La démocratie, c'est pas le gouvernement par la minorité, c'est par la majorité. Donc c'est comment, alors après je ne sais pas si c'est via le référendum ou d'autres moyens, on demande globalement la décision aux gens, avec là encore ce problème de mobilisation, de dépolitisation des populations et de rejet aussi du politique. Il n'y a qu'à voir les taux d'abstention qui sont aussi très, très révélateurs. Donc c'est comment on traite aussi cette question du renouveau démocratique en même temps que de la transition énergétique et écologique, ce qui n'est pas rien, dans une urgence climatique extrêmement pressante. Merci. On va prendre encore une dernière question. Bonjour, merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais m'excuser parce que je sais que ce que je vais dire, c'est pas tellement une question, plutôt une remarque. Et j'ai peur qu'elle puisse être aussi quelque peu confuse, donc j'espère pas prendre trop de temps ou voilà. Je voudrais tout d'abord vous remercier parce que j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Donc voilà, ça a quand même... je suis content d'être venu pour ça. J'aimerais vous remercier pour ces dernières interventions parce qu'elles ont amené un mot qui, moi, je ne comprenais pas comment est-ce qu'on ne pouvait pas en parler depuis le début de la journée, à savoir simplement le capitalisme. Donc je défonce peut-être une porte ouverte. Je sais que tout le monde ici est peut-être plus pointu que moi sur le sujet et a une meilleure compréhension de ce mode de production et de son économie et tout ça, mais ça me fascine qu'on n'en avait pas parlé avant ces dernières interventions. Quand j'ai l'impression que ça reste quand même, transition écologique, transition de quoi, vers où, c'est quand même de ça qu'on parle. Donc j'ai l'impression que c'est un peu central, ne pas en parler, c'est laisser un angle mort assez conséquent. Donc voilà, on en a parlé et ça nous a amené à cette discussion-ci que je trouve très intéressante et qui nous parle par exemple des bonnets rouges. Et les bonnets rouges, pour répondre à des interventions précédentes, ils ont fait participer à un autre mouvement où l'écologie est vite devenue centrale, les gilets jaunes. Et j'aimerais en reparler. Pourquoi ? Parce que nous tous ici dans la pièce, moi je suis un militant de terrain, donc je ne représente pas grand monde à part ma petite organisation, mais vous représentez des institutions énormes en fait. Et on ne vous a pas vu à ce moment-là. Et ce moment-là, c'était une des dernières grosses portes pour l'écologie. Et je vous le dis sincèrement. Parce que là, on parle d'écologie sociale, mais c'était là. C'est à ce moment-là qu'il fallait y être. Pas ici, dans le Résidence Palace, dans le quartier européen. Fallait être avec les gilets jaunes, fallait être sur les ronds-points. Je vous le jure. Parce que là, on a eu des discussions sur l'écologie réellement intéressantes. Pas qu'ici, ça ne le soit pas, mais ce que vous êtes en train de parler maintenant, toutes les politiques justes, toutes ces connaissances scientifiques que vous avez, tous vos chiffres, tous vos modèles, vous avez raison, à un moment, il va falloir qu'ils passent, il va falloir que des gens les appliquent, les suivent, les écoutent. Mais donc il va falloir s'organiser, il va falloir remettre de la politique dans tout ça. Et la politique, c'est pas ici dans le Résidence Palace, c'est pas de celle-là qu'on veut. Celle-là, elle nous a mis face au mur. Celle qu'on veut, c'est celle des ronds-points. Donc allons-y, allons dans les ronds-points. Et ce que je dis, c'est peut-être pas très clair et c'est pas très construit et ça vient du cœur, mais je pense que c'est essentiel. Et moi, quand je passe une journée comme ça à écouter ça, je vous avoue que je trouve ça tellement déconnecté d'une certaine manière parce qu'en fait, les inquiétudes et les préoccupations, oui, il y a encore des préoccupations de classe qui sont réelles et on ne peut pas juste prétendre qu'on est dans le même bain, qu'il n'y a pas de rapport de domination, qu'il n'y a pas de rapport d'exploitation, qu'en fait la consommation elle est rationnelle, qu'on consommerait tous comme ça parce que c'est la meilleure façon de vivre et tout ça. Mais personne ne veut de ce monde-là. Qui veut de ce monde-là à part ceux que ça intéresse ? Ils sont combien ? On n'en veut pas de ce monde-là. Donc il faut un moment comprendre ça et penser les politiques avec le fait que les gens ils consomment pas
comme ça parce que c'est chouette en fait d'avoir des biens de compensation. On a tous envie de regarder Netflix et de se buter la tête après une journée de travail. C'est ça notre vie, ouais, super. Non, ça nous intéresse pas, ça intéresse personne. On a tous envie d'autre chose. Donc voilà, merci pour ça, mais reconnectons-nous un petit peu à des écologies réelles et des pratiques écologistes qui ont lieu chaque jour, y compris en France notamment, où il y a la chance d'avoir une population un peu plus politisée qu'en Belgique, parce que voilà, notre pays a une histoire politique très complexe et très partagée, mais ça arrive aussi chez nous, il y a plein d'expérimentations qui se font. Enfin voilà, je ne sais pas si cette intervention aura servi quelque chose, mais merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Merci. Merci. Pour ma part, je suis assez d'accord. Il y a peut-être juste un petit point. Je n'opposerai pas en fait le type de réflexion qu'on peut avoir dans un lieu comme celui-ci. Je veux dire, le fait d'être ici, ça n'empêche pas en fait de par ailleurs avoir un engagement plus de terrain, plus militant. Pour moi, derrière l'idée d'écologie intégrale, il y a aussi l'invitation à sortir de ces alternatives infernales dans lesquelles nous plonge en fait une certaine pensée qui polarise et qui dichotomise les débats en nous faisant penser par exemple qu'il faut choisir entre l'humanisme et l'écologie, qu'il faut choisir entre l'engagement et la pensée plus théorique, qu'il faut choisir entre... voilà. Donc ces alternatives infernales, je pense qu'il faut renoncer. Il y en a aussi pour reprendre le modèle des strates, il y a des conflits interstrates. Il y en a qui pensent que les enjeux peuvent être que structurels et que tout ce qui relève des enjeux plus philosophiques, finalement, c'est un repli individualiste, c'est renoncer justement à s'investir. Par ailleurs, du point de vue de ceux qui abordent les choses du point de vue des sciences humaines, il y a parfois un mépris pour les questions plus technologiques ou justement plus militantes, au nom justement de quelque chose de plus... Et je crois vraiment que c'est intéressant de sortir de ces oppositions et de voir les choses en complémentarité. Mais c'est sûr que probablement, pour la plupart d'entre nous, le manque à gagner est du côté des ronds-points. Ça, je te donne raison. Et j'ajouterais du côté des jeunes aussi, parce qu'on retombe sur cette problématique de représentation politique, hein, mais qui est-ce qui va se taper les 3 degrés c'est pas les dirigeants qui ont 70 ans à l'heure actuelle. Donc il y a aussi cet enjeu-là à faire valoir les envies et les désirs des populations les plus jeunes qui vont scolter le dérèglement climatique. Bon, j'avais une réponse. Je vais aller dans un débat plus philosophique. Vous aviez parlé dans les strates de la pluralisation des savoirs et des pouvoirs, si je me souviens bien, sur les critiques du chiffre et de l'expertocratie. Et c'est vrai que si on parle, c'était quelque chose ça, hein, l'expert, donc tout le savoir des experts. Et c'est vrai que sur des sujets différents, par exemple si on parle du Covid, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça, mais à l'inverse, je trouve que sur le réchauffement climatique, on a besoin, enfin une critique de l'expertocratie, moi personnellement m'inquiéterait parce que je crois que c'est un sujet qui est difficile, qui est technique, d'où en fait, donc je travaille pour IPIS et donc je fais partie des gens qui ont organisé ce séminaire. On a vraiment cherché, c'était un peu aussi une réponse au monsieur qui vient de partir, un sujet beaucoup plus technique parce que précisément, et ça revient à votre question, on essayait d'inviter des gens qui étaient moins convaincus, en sachant, donc le réseau belge des ressources naturelles, c'est des ONG, donc du coup, sans se cacher, mais politiquement parlant, et en termes de réseau personnel, il y a une structure politique. Enfin, je veux dire, on a notre propre réseau, et donc il y a d'autres réseaux qu'on touche moins et qu'on essaie d'inviter en ayant un débat, justement, en fait, moins politiquement connoté. Même à l'intérieur, on a fort hésité en utilisant les mots décroissance, sobriété, en essayant de faire venir d'autres personnes qui ne pensent pas forcément comme nous. Demi-échec, demi-succès. Mais, ouais. Mais je reviens donc à ma question, c'est plus sur l'expertocratie, ce qui en ressortait actuellement dans les débats, parce que moi, ça m'inquiéterait qu'on commence justement à remettre en cause les experts qui parlent, surtout dans un monde où moi j'ai plutôt l'impression que maintenant tout le monde a le droit de dire ce qu'il a envie, sans vraiment être un expert sur le sujet.
Oui, je suis entièrement d'accord en fait avec cette remarque. En tout cas, dans la tradition écoféministe, cette critique de l'expertocratie, elle est vraiment liée à la question des savoirs populaires, et notamment dans les pays du Sud, où parfois, je pense, un certain modèle hégémonique scientifique vient imposer des vérités à des populations qui finalement ont un savoir autochtone qui n'est pas forcément toujours écouté, valorisé. C'est vraiment cet arrière-fond-là, je pense, de cette pensée-là. Par ailleurs, il y a aussi dans nos sociétés une tendance à penser la sphère publique comme relevant d'une bonne gestion et d'une rationalisation dans tous les domaines et alors là on peut trouver différentes invitations dans différents courants environnementaux à prendre un peu de distance par rapport à cette logique même de la bonne gestion pour aller vers justement des invitations à des connaissances plus vivantes, plus senties, plus perçues, d'autres formes de rationalité qui mobilisent d'autres facettes de nos capacités cognitives, on va dire. Mais néanmoins, il faut mettre deux choses en tension. Il y a cet aspect-là qui me semble essentiel. Et puis d'un autre côté, il ne faut effectivement pas tomber dans un relativisme total. Et il faut pouvoir maintenir dans certains domaines, et le cas du GIEC est clairement... et des autres instances internationales du même type, pour éviter justement les marchands de doute, pour éviter la désinformation. Il faut maintenir un rapport à la vérité... un certain rapport à la vérité de la connaissance scientifique, du domaine scientifique, mais qui n'est pas total. Donc c'est parvenir à trouver finalement, à circonscrire une zone de compétences qui doit pouvoir être reconnue et échapper finalement à la doxa, à l'opinion de tout un chacun, et néanmoins circonscrire très clairement où s'arrête l'information experte et où commence le débat démocratique, où commence l'expérience citoyenne, où commence l'altérité épistémique, en fait, justement. Et donc, c'est effectivement tenir deux choses ensemble. Et je ne pense pas qu'il y ait de solution facile, si ce n'est que d'habiter un peu cette tension entre deux éléments contradictoires qui font quand même partie de l'enjeu, tous les deux, quoi, en fait. C'est ça que je dirais. Ok. Merci. Alors, je propose qu'on clôture cette partie. Je vous remercie encore, Barbara Nicoloso et Charlotte Leux. Et alors, je vais laisser le mot de conclusion à Arthur Longer de Catapa. Et après, on fera une pause. Alors, je sais que la journée est dense, mais il reste donc un épisode pour terminer cette journée, qui est cette table ronde sectorielle entre ONG, secteur privé et monde politique. Donc, je vous invite vraiment à rester après un temps quand même de respiration. Donc, oui, t'as pas forcément... Mesdames et messieurs, on va maintenant clôturer avec un petit mot cette journée de séminaire, et avant de laisser place au débat qui sera un peu plus dynamique. Et comme nous le savons tous, la problématique des ressources naturelles et leur gestion durable est très complexe, surtout dans le contexte géopolitique et climatique. Et ce qui m'a frappé le plus aujourd'hui, c'est la diversité des intervenants et des participants. D'ailleurs, Monsieur Jans l'a très bien dit dans son exposé, la transdisciplinarité est très importante, et nous sommes passés d'une analyse économique de la faisabilité, de la réduction des émissions de carbone pour notre modèle économique. Nous avons vu si c'était énergétiquement possible d'arriver à cet objectif. Ensuite, nous avons vu si nous avions les ressources pour le faire, et évidemment, tout au long de la chaîne, il y avait beaucoup de problématiques. Et enfin, pour finir, nous avons évidemment abordé la question philosophique, parce que c'est bien beau d'avancer, mais si c'est pour faire n'importe quoi, c'est peut-être pas la peine. Voilà, donc tous les discours et discussions aujourd'hui ont montré à quel point tout ce sujet, les différentes perspectives sont complexes, mais très complémentaires, et c'est ce qui rend notre travail collectif pour un meilleur futur d'autant plus enrichissant. Les Grecs ont un proverbe que j'aime beaucoup. Dans une société qui prospère, les vieillards plantent des arbres au pied desquels ils ne s'assiéront jamais. Alors, la problématique d'aujourd'hui ne concerne cependant pas que l'ancienne génération, mais les nouvelles aussi. Je pense que cette assemblée cherche en ce moment à appliquer cet adage, et nous voyons désormais les premières pousses. Les mentalités changent et évoluent avec les défis de notre époque. Changer de voiture tous les 5 ans n'est plus synonyme de succès social, mais de consumérisme débridé.
de plus en plus de marques de vêtements dévient du modèle fast fashion pour nous offrir des alternatives durables et éco-responsables. Mais cependant, dans cette course, nous faisons 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Ainsi, la surconsommation de téléphones portables a remplacé la surconsommation de voitures. Le greenwashing s'est considérablement enraciné dans le langage corporate des puissantes multinationales. Et il est devenu de bon ton d'ajouter une note écologique à tous les discours creux dont certains hommes et femmes politiques nous affligent. Malgré tout cela, malgré les discours écologico-apocalyptiques, malgré le réchauffement, malgré la guerre, la maladie, la famine, je suis d'un optimisme débordant pour notre futur. Notre actuelle société en péril va nous permettre de nous débarrasser des vices de notre ancienne société florissante. Et déjà, nous apercevons des voix qui s'élèvent parmi notre majorité silencieuse et soucieuse du bien commun, et elles s'élèvent contre les quelques puissants qui se sont accaparés de multiples pouvoirs pour faire avancer leur propre cause. Ainsi, nous voyons des étudiants, des journalistes, des citoyens et des employés se lever contre les pouvoirs en place et faire valoir leurs propres questions éthiques, et disent souvent « non, nous ne voulons plus agir de la même façon qu'avant ». Et ce soir, nous voyons des êtres humains d'horizons, d'éducation, d'opinions et de sensibilités différentes unir leurs forces pour tenter de résoudre un problème qui dépasse leur propre individualité. Mesdames et messieurs, soyons fiers de planter les arbres au pied desquels nous ne nous assiérons jamais, et faisons-le ensemble. Je remercie tous les orateurs aujourd'hui. Je remercie également les traducteurs qui ont eu un travail très chargé, ainsi que les techniciens qui mettent également leur savoir et leur savoir-faire au service de nos causes communes. Je remercie. Et je remercie les organisateurs du séminaire, bien sûr. Donc voilà, il est 17h12, à 17h30 commencera la table ronde. Il n'y a plus de café, mais vous trouverez certainement de l'eau quelque part. Merci.